RCN. Le son de la différence. C'est quoi, Stantamar? La Maison Blanche passe en direct. Mes très chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Quand vous y croirez, Les Martiens. Venez sur Terre, je vous en prie. quand vous aurez surmonté votre peur, Les annihiler, les tuer. Il ne faut pas qu'on s'emporte. vous serez invité Ça va? Ça t'intéresse, la Maison Blanche? à rencontrer une nouvelle civilisation. Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire. Plus puissante que toute l'armée américaine. Tout ce que je peux te dire, c'est que la télé, ils l'auront pas. Plus avancée que tous les cerveaux du Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle. Mais attendez-vous à quelques changements dans ce que nous connaissons et aimons. Vous êtes Tom Jones, the unusual. Et nous devrons apprendre à danser. Les filles, dégagez. Main dans la main. Jack Nicholson, Pourquoi n'arriverait-on pas à s'entendre? Glenn Close, Faut leur péter la gueule. Pierce Brosnan, Dites-moi, selon vous, quel genre de connaissances les Martiens nous enseigneront, professeur? Bien des choses sur Mars, Nathalie, j'espère. Danny DeVito Pour conquérir le monde, il vous faudra des tas d'avocats. et Annette Bening. Je crois qu'ils viennent pour nous sauver. Le nouveau film de Tim Burton. Tout le monde peut se tromper, monsieur le président. Mars Attacks. Là, on ne joue plus. Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission Cinéma de RCN 90.7. Et oui, comme vous avez pu l'entendre avec cette bande-annonce de Mars Attack, le film légendaire de Tim Burton, sorti au milieu des années 90, est parfait pour introduire cette émission car on va parler d'invasion extraterrestre. Et avec moi, j'ai Antoine. Comment tu vas, Antoine? Extrêmement bien. Et vous-même, comment allez-vous? Oh bah écoute, ça va, tip top. Et on a également Elias avec nous. Comment tu vas, Elias? Ça va super. Bah, dès qu'on introduit par Mars Attacks, de toute façon, on sait que ça va être une émission de bonne humeur. Eh oui, de très très bonne humeur. On va parler donc de sang, d'explosion, de mort, de fin du monde. Donc on va donc parler d'invasion extraterrestre parce que c'est vrai qu'en fait, l'invasion alien, à travers le cinéma, à travers, on va dire, l'histoire du cinéma, notamment dans le cinéma américain, on peut le voir comme un sacré bon outil, en fait, spectaculaire, mais aussi d'une certaine manière propagandiste. Alors finalement, les aliens, ils viennent sur Terre pourquoi? Donc, pour s'emparer de la Terre, tout simplement. Alors, la coloniser, pardon, comme l'a si bien représenté le nanar Battlefield Earth avec donc John Travolta et Forest Whitaker, qui est donc tiré d'un bouquin de Ron Hubbard, donc le créateur de la scientologie. Tu l'as jamais vu? Non, jamais vu. Tu devrais. Ça a l'air bien. Ah, il est excellent. il est très très mauvais, hein. C'est considéré comme un des pires films de l'histoire. Et d'ailleurs, ça a été un des films qui a perdu le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. C'était censé être une trilogie à la base. Ah oui, ils en ont fait qu'un. Ouais. C'est Travolta qui s'est... C'était lui qui avait mis toute cette thune dedans. Oui, enfin, en partie, hein. Les scientologues étaient derrière. C'est peut-être les extraterrestres qui ont récupéré le pognon, du coup. C'est un des films les plus nominés aux Razzie Awards aussi. Ouais. Il y a une magnifique scène avec Barry Pepper qui joue un espèce d'homme de Cro-Magnon parce qu'en fait, hein, les terriens ont été colonisés, donc en fait, ils sont réduits à l'état de pas d'esclavage mais presque en fait, et d'asservissement total, et il y a un peu des hommes qui sont redevenus vraiment on va dire presque à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, et en 1h40 le mec pilote un avion après. Tu te dis putain, c'est pas mal quand On même, dirait hein. presque que c'est la suite de Idiocratie, dis donc. Ouais. Est-ce que l'invasion extraterrestre fait forcément des chefs-d'œuvre, alors? Eh ben, écoute, on a eu finalement, en fait, on a eu aussi pas mal d'autres films que l'on représente très facilement dans les années 90. On a eu Independence Day dans les années 50-60. On a eu aussi l'invasion des profanateurs de sépulture, qui était peut-être l'un des films avant-gardistes de cette situation-là. Mais c'est vrai qu'en fait, donc à servir l'humanité, comme on a pu le voir également dans They Live, donc Invasion Los Angeles, dans Body Snatchers, ou encore même dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, le film d'Edgar Wright. L'alien, l'étranger, en fait, il cristallise quand même beaucoup les peurs des différentes époques. Donc l'utilisation métaphorique est très intéressante sur l'invasion alien. Donc le communisme dans les années 50,
c'est là quoi. Ouais, bien sûr, parce que la première grande invasion extraterrestre de l'histoire de la culture occidentale, on pourrait remonter à la guerre des mondes de H.G. Wells. Exactement. Donc à la fin des années 1890, mais ça a été quand même assez peu repris. Il y a des voyages dans l'espace, hein. On voit le voyage vers Mars en 1917 où on rencontre des extraterrestres martiens qui ont, bien au contraire, pas du tout envahi la Terre, qui n'ont pas envie de le faire parce que ce sont des êtres de pur qui sont pacifiques, qui sont même végétariens, qui refusent la violence. Et ça, c'est déjà très c'est très, enfin, c'est les années après la Première Guerre mondiale où on n'a plus envie de faire la guerre. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, apparemment, ça n'a pas suffi. On a envie de refaire la guerre. Et c'est là où on voit une déferlante, effectivement, de films d'aliens qui viennent de détruire la Terre, donc les Russes. Hein, cristalliser la peur, la fin du monde, avec forcément, ça faisait toujours une métaphore avec le bloc communiste, avec la peur du nucléaire, la peur de la fin du monde. C'est vrai que ça a toujours été très intéressant là-dessus. C'est toujours à peine caché en fait quand on y repense dans la plupart de ces films. Et c'est vrai que plus récemment on est plus porté sur les attaques terroristes ou autres, donc on a plus une mise en image plus terre à terre qu'autre chose. À part très peu de films mais qui sont très très mauvais comme Invasion Los Angeles, où ils viennent pour récupérer l'eau de la Terre. Battle Los Angeles, pardon. Ouais, en fait, donc les extraterrestres. Là, on a l'impression de voir l'armée américaine contre les extraterrestres. Donc, on se dit bon, ils parlent de l'Irak ou autre chose. On sait pas quoi. On sait pas trop. Bon, je pense qu'ils voulaient juste faire un gros paquet de pognon en se disant les gens adorent les films d'invasion extraterrestre, alors on va leur en donner une grosse. Mais ça a complètement raté parce que le film a fait un flop monumental. Oui, beaucoup de films en fait fait des flops. Hein. C'est en fait très peu de films s'en sont vraiment sortis, on va dire critiquement parlant et aussi surtout en matière de public. Le plus représentatif, c'est Independence Day finalement dans les années 90 avec le film de Roland Emmerich qui avait joué à fond sur le côté comment dire, gros budget, spectaculaire à mort, y aller à fond les ballons, avec même des situations assez ubuesques, parce que finalement on a un président qui est pilote de chasse, on a Jeff Goldblum qui a réussi à pirater un vaisseau extraterrestre. T'as aussi l'attaque finale qui se fait le 4 juillet, qui est donc la date nationale des États-unis, quoi. Oui, le jour de l'indépendance. Ça tombe bien. Ça tombe super bien. Ça tombe très très bien. Quelle coïncidence. Merci les extraterrestres. Mais c'est là on se rend compte qu'Independence Day, au final, c'est le seul vraiment un film d'invasion extraterrestre qui est devenu une icône, qui est devenu iconique. Les autres n'ont pas réellement tant marché que ça. Il y a eu les films dans les années 50, mais aujourd'hui on les a pas mal oubliés. Independence Day, au contraire, je trouve que entre guillemets, il se bonifie avec les ans parce qu'il a toute la dimension propagandiste, métaphorique est de moins en moins cachée, de plus en plus drôle, de plus en plus nanardesque, mais qui fonctionne. Il profite aussi de sujets en fait qui touchent un peu à toutes les époques, comme la fracture familiale. Je pense par exemple, le personnage principal, c'est quelqu'un qui se cherche en termes avec sa famille, quoi. Parce qu'il est en couple avec une jeune femme qui est une stripteaseuse. Il finit par l'épouser dans le film. Je parlais de Will Smith, mais c'est également le cas du président dans le film, qui est pas encore en couple avec sa femme. Il y a une espèce de séparation comme ça. Et c'est le cas de pratiquement tous les personnages, en fait, principaux. Tous les hommes sont séparés. Le personnage de Jeff Goldblum aussi. Lui, il a le poids du père, c'est encore mieux. Et oui, il y a aussi ça. C'est le poids du père qui l'a empêché en fait d'être avec la fille qu'il convoite, je crois. Oh, je sais plus. Quelque chose comme ça. Peut-être. Mais c'est vraiment le personnage de Jeff Goldblum qui est le juif un peu intellectuel, qui a d'énormes problèmes oedipiens. Mais ça marche très bien. Oui, d'une certaine manière, ça marche. Et surtout, par exemple, la représentation aussi de l'alien dans Independence Day, quand on le voit la première fois, donc avec cette fameuse zone 51, quand on voit débarquer en fait c'est toute la troupe. Ça c'est culte, oui. C'est quelque chose qui fait rêver l'Américain en général. C'est est-ce que ça existe vraiment? Il y a toujours cette question. Et le fait que les personnages y arrivent, en fait, ils y vont tous comme ça, menés, guidés par le personnage de Will Smith en mode « Ah bah récupérez-moi, j'ai un alien, vous pouvez m'y emmener, je sais où c'est. » Enfin, ça fait triper, quoi. C'est marrant.
mais surtout cette représentation quand il arrive et qu'en fait il y a un travail sur la télépathie. Donc ça montre toujours aussi que l'alien a une certaine prise de pouvoir par rapport à nous. Parce que une finalement, supériorité en fait. il y a toujours une supériorité Une avance. technologique, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, l'invasion extraterrestre dans ces films est souvent très belliqueuse et extrêmement menaçante. On peut le voir également aussi avec Predator. Rien que le personnage de Predator, en fait, quand il est dans le film de John McTiernan, c'est le chasseur ultime, en fait. Et est-ce qu'on peut réellement parler d'une invasion dans ces cas-là? Parce qu'il vient sur Terre non pas pour envahir, mais pour des trophées de chasse. Ouais. Pour chasser. C'est une forme de colonisation, exactement comme des Américains peuvent aller en Afrique pour chasser l'éléphant. C'est ça aussi. Hein. Mais d'une certaine manière aussi. Voilà, un petit safari chez les façon humains. Zaroff, quoi. Exactement. C'est un peu le concept de la chasse du comte Zaroff qui est repris. Oui, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Un autre film qui est représentatif un peu plus sur le côté guerrier, c'est Edge of Tomorrow, film beaucoup plus récent, aussi, qui travaille plus sur le côté... comment dire le voyage temporel le aussi. Voyage temporel aussi, voilà, qu'en fait les extraterrestres eux travaillent sur le temps et permet en fait de travailler en avance leur attaque. Donc c'est vrai que dans un aspect très spectaculaire, en fait l'humanité est systématiquement donc moins avancée que les aliens. Du coup il y a toujours ce côté appel c'est là où on peut retrouver le côté propagandiste, donc comme je le disais auparavant, l'appel à la résistance et à l'humilité, tel que l'on peut le voir dans Independence Day avec notamment le discours du président, quoi. Ah oui, le discours. Bah oui, rechercher l'unité à travers la catastrophe, le conformisme, mais aussi la catastrophe. Qui est souvent un sujet en fait dans ce type de film, en fait, dans les films d'invasion, c'est vraiment le conformisme et presque une quête communiste. C'est vrai que c'est la quête de l'unité des États-Unis. Les États-Unis recherchent constamment une recréation de leur État. Et c'est aussi pour ça que les films américains, enfin les autres aussi d'ailleurs, adorent les films catastrophes. Parce que c'est justement quand tout est détruit qu'on peut se reconstruire. Ce qui peut être une métaphore de la guerre de sécession, de tout ce que les États-Unis en fait ont comme problème à s'unir comme nation. C'est les plus puissants, mais ils se rendent compte que c'est vraiment dans la catastrophe et dans leur presque anéantissement qu'ils peuvent se reconstruire et repartir. Quelque part que tu ne retrouves pas forcément dans les autres pays. Non, c'est très très rare. Mais déjà en fait, c'est surtout le cinéma américain qui a vraiment développé le principe même d'invasion extraterrestre en fait. J'ai l'impression. Parce qu'on en a très peu en fait qui soient européens, voire même d'un autre continent. Bah ça coûte cher. Oui. Il faut du pognon, mon vieux. Et oui, je sais, ça coûte cher. Non, mais il existe des films d'invasion extraterrestre où, par exemple, je vais prendre le pire du pire, mais vous voyez le gendarme et les extraterrestres. Voilà, ça y est. Je voulais pas le dire, mais ça y est, ok, c'est bon, c'est balancé. Vacances avec Lambert Wilson. Le name dropping est fait. Voilà. Oui, car c'est vrai, il faut le dire, Lambert Wilson donc joue un extraterrestre dans ce film. Bien sûr, et ils doivent manger de la salade à l'huile parce que sinon ils rouillent. C'est extraordinaire. Et du coup, effectivement, on peut faire des films extraterrestres sans argent. Mais généralement, ils ne marchent pas très bien. Ah bah oui. D'autant plus que ça, quand c'est avec les gendarmes. Non, mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que l'extraterrestre, ça sert aussi d'excuse pour des effets spéciaux. Oui. Clairement, c'est à partir du moment après les années 40, quand il y a eu une filière d'effets spéciaux aux États-Unis, qui a réussi à se développer, qu'on a pu commencer effectivement à faire des films d'invasion, à gros budget, de guerre, etc. C'est extrêmement lié. C'est pas uniquement quelque chose de métaphorique, c'est aussi quelque chose de purement technique et lié au progrès. Progrès technique. Oui, surtout le progrès technique. Ouais. Mais c'est très intéressant que tu rebondis sur le gendarme et les extraterrestres parce que ça me permet aussi de parler que cette représentation de l'invasion extraterrestre fut également détournée en fait de ces codes et du genre même de la SF. Comme on a pu l'entendre donc avec l'introduction de l'émission, Mars Attack c'est le meilleur exemple en fait. D'une certaine manière, c'est donc Tim Burton qui va retravailler les codes du genre des années 50-60 avec le martien tel qu'on pouvait presque l'imaginer. D'ailleurs on va dire un niveau, enfin même un dessin en fait très représentatif qui a été réutilisé notamment par Matt Groening pour Futurama avec l'alien qui présente la télévision, qui pareil avec le gros cerveau, le visage très anthropomorphe. C'est inspiré d'un des méchants justement du film This Island Earth, Les Survivants de l'infini de 1955. Voilà. En fait c'est juste cet énorme méchant avec une tête gigantesque qui ne communique même pas. Il a pas de langage. Et un autre truc physique qu'il avait, l'alien, du coup, dans ce film,
Bon, il y a 2 aliens dans Les Survivants de l'Infini, mais il a également des grosses pinces, bien sûr, parce que c'est un alien violent, c'est comme l'idée du Cro-Magnon, tu vois. C'est ridicule, mais il faut le rendre primitif pour le considérer comme étant barbare. Exactement. Dans l'altérité, ouais. Et c'est surtout donc un vrai hommage des séries B, en fait, le film de Tim Burton, ça il faut quand même le rappeler. Je pense le film qui a le plus inspiré du coup Mars Attack, c'est Les Soucoupes Volantes Attack. Oui. Le design rien que de la soucoupe volante en fait qui tourne sur elle-même, en fait ça vient de ce film. Je crois que c'était les effets spéciaux de Ray Harryhausen, mais il y a aussi cette recherche, tout ce qui est la musique du film, en fait, tout ce qu'on entend pour la composition musicale, mais les effets, le bruit, la communication en fait des aliens, toute l'idée du chercheur pour le langage en fait. Tout ça c'est vraiment repris de ce film et t'ajoutes juste les aliens de cette route, de l'autre navet là, Les Survivants de l'Infini, et t'as Mars Attack pour ainsi dire. C'est un vrai hommage en fait. Là, c'est pour le coup en fait on parlait toujours de comment il y a de la réinterprétation de l'hommage. Là, c'est plus vraiment de l'hommage parce que Burton, avec les procédés qu'on avait déjà dans le milieu des années 90. Pour refaire un film dans ce style-là, où il va carrément travailler aussi avec toute une scène de course-poursuite avec ses aliens, le travail avec le son. Finalement, la communication voulait se faire quasiment avec d'une certaine manière non pas la communication, la destruction de ces aliens se fait par la musique. Exactement. Donc il y a aussi ce côté très intéressant de comment en fait on peut aussi combattre cette invasion à l'extraterrestre. Et ça, je trouvais ça très intéressant la façon dont a réussi Burton à faire ça. Mais d'autres films aussi vont plus s'amuser à confronter deux mondes, par exemple. J'ai un exemple précis, c'est par exemple Attack the Block, qui va confronter en fait la banlieue londonienne et les dangereux extraterrestres. Je me demande si je l'ai pas vu celui-là. C'est un film britannique. Oui. Ce film, d'une certaine manière, j'arrive à le rapprocher de District 9 parce que t'as cette idée en fait du ghetto, de la ghettoisation, et en fait ce racisme ancré. Je veux dire, il y a ce côté en fait de l'altérité où le personnage qui arrive en fait, qui débarque, c'est pas d'abord l'alien, c'est la femme blanche un peu plus aisée que les jeunes qui sont des délinquants, qui sont vus comme les petits gars du quartier qui ont rien à faire et qui forcément vont dealer ou frapper aux portes et être menaçants, tu vois. Et c'est un peu cette femme d'abord l'alien en fait pour eux, parce qu'elle ne correspond pas à l'idée du quartier. C'est ça, c'est toujours aussi la confrontation entre deux mondes en fait. Exactement. Et ce film en fait a une métaphore là-dessus totale, mais d'autres films aussi ont également joué là-dessus, voire même un petit peu moins sur le côté humoristique. Par exemple Paul avec le couple Nick Frost et Simon Pegg. Donc ils se retrouvent avec un extraterrestre en fait qui ils se disent ah bah merde, il est comme nous en fait. On est deux mecs qui sont aliénés de la société et en fait il est comme nous, donc mais il est recherché par tout le monde forcément. Bah oui, forcément. Les Outsiders. The Outsiders. Non, ce sont des Outsiders. Oui. Non, c'est vrai que oui, c'est totalement ça. On va donc revenir sur notre émission sur l'invasion extraterrestre. Alors c'est vrai qu'on a parlé un peu plus du côté de l'invasion alien, de cet outil spectaculaire et propagandiste. Là on va revenir sur un petit côté où le genre en fait, où l'altérité, le pacifisme est également possible. Car l'invasion, on va dire en gros guillemets, bienveillante est possible. Donc il peut avoir la fonction, notamment l'alien peut avoir la fonction d'ambassadeur. C'est une chose que l'on peut voir dans Le jour où la Terre s'arrêta. Avec Klaatu. Klaatu, voilà, le personnage de Klaatu, donc un extraterrestre, qui d'ailleurs a été remaké et qui joué par Keanu Reeves, et je trouve que ça marche terriblement bien, parce que Keanu Reeves est un alien, parce qu'il ne sait pas jouer, mais c'est très drôle, parce qu'en fait, généralement, Attends, c'est très drôle, oui. Voilà. Non, mais généralement, en fait, je trouve que le message est pacifiste malgré la possible menace, parce qu'en fait, dans ce film, donc, il arrive en tant qu'ambassadeur extraterrestre pour dire en quoi et découvrir en quoi l'humanité est possible d'être sauvée, en fait. Et s'il ne trouve pas de points positifs, il détruit l'humanité. Bah voilà. Peut-être qu'il aurait dû détruire l'humanité vu le réchauffement climatique, non? Bah écoute, au fait, je sais pas. Non, mais surtout que métaphoriquement, l'alien, on peut également le voir pour d'autres statuts en fait, et d'autres statuts en fait où ce sont eux les victimes. Notamment, par exemple, le statut de réfugié, chose qu'a voulu faire Neil Blomkamp avec notamment District 9, chose que l'on voit très très bien dans ce film parce que finalement,
c'est le rapprochement avec l'apartheid en plus, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est que Neil Blomkamp est sud-africain, le film se déroule en Afrique du Sud, donc forcément, la subtilité, elle est là, quoi. Apartheid. Oui. Voilà. Oui, elle est là, la subtilité. Oui. Non, bien sûr, c'est toujours l'extraterrestre étant une altérité totale. On peut y mettre exactement tout ce que l'on veut. On peut y mettre le monstre, on peut y mettre toute l'humanité, nos désirs de guerre, de vengeance, de paix, de compréhension. Et au final, c'est vrai que le film d'extraterrestre, c'est peut-être la page blanche la plus grande pour pouvoir destiner tout ce qu'on veut sur la diversité et sur l'empathie et la sympathie qu'on peut avoir en d'autres. Qu'on voit, on en parlera tout à l'heure, mais l'un des plus iconiques reste quand même E.T., où on a tout au début peur de l'extraterrestre, et au final, on se rend compte que non, il est encore plus humain que nous. Et puis oui, effectivement, on le voit dans District 9, on le voit dans... Enfin, District 9, c'est un peu l'inverse, parce que c'est l'être humain qui petit à petit devient extraterrestre. C'est ça. Et du coup, on est obligé, nous aussi, de devenir extraterrestres pour s'identifier au personnage principal. Ce qui est assez malin. Un développement d'empathie, en fait. Voilà. Il faut développer l'empathie. Alors que dans E.T., c'est carrément en fait l'alien et l'enfant, du coup, Elliot, donc joué par Henry Thomas, où l'empathie entre ces deux créatures est telle qu'en fait, ils partagent littéralement en fait leur maladie et leurs maux, en fait. Oui, il y a comme une espèce de fusion en fait, entre les deux. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Exactement. Il y en a un que je trouve assez intéressant sur le message de paix inversé. C'est 10 Cloverfield Lane, je crois, où au final on se rend compte que l'être humain est encore pire que l'envahisseur extraterrestre. Et au final, on ne sait plus qui est réellement le pire des méchants et enfin quel personnage est le pire et comment fuir tout ça. Je trouve que c'est une idée qu'on retrouve dans les suites de Alien. Dans la mesure où, forcément, Alien, dans le premier film, dans le 8e passager, c'est vraiment lui le méchant de manière manichéenne, alors que dans les suites, à partir du 2, t'as cette idée militariste, t'as l'armée qui débarque, les Marines, tout ça, mais ils veulent garder l'alien pour s'en servir à des fins militaires, monétaires, tout ça, et du coup, oui... les humains deviennent les méchants, en fait, dans cette mesure-là. Mais je trouve que même déjà dans le 1, quand tu te rends compte que l'envoyé par Wayland... de Wayland Yutani, le personnage de Ian Holm, en fait, est un robot, et en fait, ce robot compile tout ce que l'humain a de pire. Oui. Il peut être froid, calculateur, justement sans aucune empathie, et tu te rends compte que cette machine robotique est totalement humaine aussi. Et du coup, entre l'alien qui lui est pure méchanceté et le robot qui représente l'humanité qui est pur calcul, il y a en fait ces deux horreurs qui se font face et qui peuvent se répondre. Et c'est là où on voit justement l'humanité du personnage d'Hélène Ripley qui justement elle arrive à échapper aux deux, à être ni calculatrice ni purement cruelle. Et du coup peut faire exploser une véritable forme d'humanité. Mais après, c'est dans notamment le 4 avec les scientifiques qui essayent de faire toutes leurs petites expériences absurdes sur les aliens où on sait très bien que ça va pas forcément très bien se passer pour eux. Non, ça a généralement moins mal marché. Je trouve que c'est encore plus pervers dans la démonstration qu'on a du personnage du scientifique joué par Brad Dourif qui développe presque une sensualité envers... l'alien, on le voit quand il s'apprête presque, il sniffe la glace qui le sépare de l'alien, il est presque là à lécher le verre et on le voit dans une des scènes finales où il se retrouve en cocon avec les aliens, il est en pure admiration devant le nouveau-né. Oui. Et c'est très drôle tout de même. On peut trouver ça un peu too much, mais c'est vrai que Jean-Pierre Jeunet a voulu aller un petit peu plus loin dans essayer de trouver d'autres pistes. Encore, on n'a pas eu droit dans la version montée à la fellation de Sigourney Weaver sur le nouveau-né, alors que c'était prévu. Je n'étais pas au courant. D'accord. Pourtant, elle s'était préparée à faire ça. Ah la vache. Ah oui. Et ils l'ont pas tourné ? Non. Oh, c'est très surprenant. Je n'ai lui a dit que ce serait un peu trop. Mais d'ailleurs, le nouveau-né, il devait avoir des organes génitaux et ils ont retiré ça
Ah bah la Fox, ouais, il serait pas d'accord. Bah, déjà que dans le tout premier, on voit que la queue de l'alien est retroussée vers l'avant pour montrer un peu l'organe génital masculin. Et doit-on ne pas rappeler que l'alien a été créé par Giger aussi, donc Giger, il faut quand même le souligner, la plupart de ses sculptures, c'est érotique. C'est d'éviter les vagins. Il faut quand même le dire. C'est donc, quasi pornographique. Oui. Mais bon, du coup, c'est purement érotique et biomécanique. Oui. Ah oui, Giger a toujours travaillé là-dessus, donc ça c'est clair. L'extraterrestre est un sexe. Voilà. Très belle phrase, Antoine. Alors, non, voilà on a ce que un crâne nous pouvons dire pénien, en on peut conclusion. le dire. Une chose très intéressante aussi pour parler avec le rapport avec l'alien, l'invasion et compagnie. En fait, c'est surtout le traitement en fait de comment communiquer avec cette personne auquel on ne connaît pas le langage. Et le rapport au langage, en fait, est très intéressant, en fait, de communication. La communication, on le verra peut-être un petit peu plus tard aussi, notamment avec Rencontre du troisième type, qui va se jouer, en fait, à travers la musique. Mais je trouve que le rapport au langage est très intéressant et peut-être même beaucoup plus mis en profondeur avec Premier Contact de Denis Villeneuve, qui travaille à fond sur cet exemple-là. Et je trouve que très peu de films ont réussi à jouer là-dessus, en fait. C'est vrai. Mais du coup, je trouve que, enfin voilà, par exemple, l'idée même, c'est Amy Adams, hein, l'actrice principale, je sais plus. Oui, Adams. absolument. Avec Jeremy Renner. Jeremy Renner et le rapport au langage où en fait, pour pas parler d'eux, mais en fait, elle parle directement de nous. La première chose qu'elle fait, c'est human. Elle écrit human sur l'écriteau. Elle se présente elle-même en fait. Donc c'est vraiment en fait le rapport déjà de. Il y a tellement d'écart entre eux, possiblement eux et nous en fait, qui est très intéressant là-dessus, c'est que comment parler à un être qui n'est même pas, qui est quasiment protéiforme. On ne sait pas la forme réelle qu'ils ont parce qu'ils sont cachés dans un espèce de cocon brumeux. Ils n'ont pas de tenue anthropomorphique comme on a l'habitude de voir dans tous les films d'extraterrestres, parce qu'on aime toujours rapporter l'alien proche de l'humain, donc c'est-à-dire avec 2 pieds, 2 bras et une tête. Et c'est vrai que là, en fait, on a quelque chose de totalement différent, et du coup, forcément, le langage se fait différemment, se fait avec l'espèce d'encre de dessin qui flotte dans les airs, qui forme une espèce de cylindre, de cercle, je veux dire. Et c'est très intéressant parce que finalement, là, ça pousse jusqu'au bout on va dire de la rhétorique et de la philosophie que vous représentez Denis Villeneuve derrière, la difficulté en fait de se comprendre. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui forme une entité intelligente, c'est sa capacité à communiquer. Oui. Avec un langage, c'est-à-dire rajouter des symboles en plus que de la simple efficacité j'ai trouvé de la nourriture là-bas. Qu'est-ce que je peux rajouter comme symbole dans le langage pour lui donner différentes dimensions, approfondir du coup mes relations avec l'entité avec laquelle je parle. Et effectivement, Amy Adams joue le rôle d'une professeure dans sciences du langage et de l'épistémologie du langage, je crois, et qui justement a l'habitude de décrypter des textes, par exemple, pour savoir si elle ferait l'affaire, il lui demande de traduire des mots de l'acadien, je crois. Ouais. Et effectivement, c'est elle qui a réussi le mieux à traduire ces mots-là, et du coup, c'est elle qui veut le prendre. Et effectivement, Denis Villeneuve a fait ce film pour se dire, bon, maintenant, je crois que c'est basé sur un livre, mais du coup, il se dit, comment est-ce qu'on peut communiquer? Effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, tout m'a pas convaincu dans le film. J'ai trouvé que même ce rapport au langage, je trouve que à partir du moment où ils ont trouvé 2-3 petites bases relativement intéressantes, ils passent trop vite dessus pour essayer de retrouver d'autres concepts qui moi m'ont moins plu. J'ai trouvé ça presque un peu trop superficiel et j'aurais préféré un film avec encore moins de budget, mais plus de qu'est-ce qu'un langage. Oui, et je trouve que ils voient pas assez loin dedans, mais c'est un avis purement personnel, évidemment. Bien évidemment. Et la communication est toujours très importante parce qu'en plus, elle peut avoir des côtés sous-jacents, comme on peut le voir notamment dans les panneaux descriptifs dans Invasion Los Angeles, où en fait, toutes les publicités, en fait, quand on met les lunettes, c'est marqué obéis, achète et compagnie. Ça, je trouvais ça très intéressant, métaphoriquement parlant. Et pour le coup, donc, on va faire une petite pause BO. Et voilà, donc c'était un extrait issu d'Invasion Los Angeles et on va donc terminer l'émission par notre dernière partie consacrée à Steven Spielberg, car il faut quand même le dire, Steven Spielberg, l'invasion extraterrestre, c'est un peu le spécialiste. Donc rien qu'avec Rencontre du troisième type, E.T. et la guerre des mondes, il y a de quoi parler en fait.
Bah oui, il y a de quoi parler. Je trouve même qu'une émission sur 2, on fait une partie qui est réservée à Steven Spielberg. Quel que soit le thème qu'on arrive à trouver, on arrive toujours à dire oui, il y a tel film de Spielberg, et puis tel autre, puis tel autre. Enfin, ce type a des choses à dire. Il a beaucoup de choses à dire et finalement, en fait, il parle pas que ses divorces, hein, ce divorce de ses parents, hein, bien évidemment, dans ses films. Non, je trouve que c'est très intéressant la façon dont il arrive toujours à magnifier certains moments, en fait, de ces films, en fait. Parce que Rencontre du troisième type, c'est la confrontation à l'autre, en fait. C'est un rapport au langage et donc ce côté protéiforme. Donc comme je parlais plus tôt, donc la musique ici a totalement un sens. C'est 5 notes, c'est juste 5 notes. Et et c'est ça en fait, c'est qu'en fait là, il y a quasiment un message en fait, c'est comment mieux se comprendre soi-même en comprenant les autres aussi, d'une certaine manière. C'est vrai. C'est comprendre les autres, comprendre soi-même, c'est une recherche de l'identité de soi par l'altérité. Et surtout que le film en fait a pas mal de passages qui ont un côté presque anxiogène aussi. Il y a notamment une scène de l'enlèvement d'un garçon. Il y a des moments assez tragiques. Il y a quelque chose qui est quand même assez déroutant jusqu'à cette rencontre en fait finale qui est en haut d'une colline. Donc en plus on peut y voir une espèce de corrélation sur le christianisme avec Dieu et la tour de Babel. Enfin non, le mont Sinaï. C'est totalement ça parce que le film parle bien de fracture, que ce soit du personnage principal qui est en pleine fracture familiale. Ouais. On voit que ça va pas avec sa famille, ses enfants qui hurlent tout le temps, et sa femme qui n'en peut plus, qui finit par se sauver avec les gamins chez sa sœur. Et le type, en fait, il est constamment en train de dire j'ai besoin de réponses. On voit qu'il est dans cette quête, mais pas seulement d'avoir une réponse à cette espèce de quasiment enlèvement qu'il a eu. Il a besoin de savoir ce qui se passe, il a besoin de savoir ce qui lui arrive. Et avec les lumières, enfin, tout l'aspect du film, il y a, comme tu le disais, il y a un côté divin, pratiquement. Ouais. Je veux dire, on arrive à la fin, il voit le vaisseau et ça y est. Il est soulagé d'un coup et... Oui, il y a un peu, c'est l'histoire un peu finalement de la foi absolue, en fait, et inextinguible entre une poignée finalement d'hommes et de femmes en ce qu'ils ont vu ou ont cru voir et leur désir d'accueillir sans aucune réserve en fait une nouvelle civilisation en fait venue d'ailleurs par finalement donc ce langage qu'est la musique. Et c'est vrai que accueillir l'autre dans ce film, c'est un peu comme détruire le confort anxiogène jusqu'au point de non-retour. Comme on peut le voir donc avec la relation familiale du personnage principal, où il y a carrément même une scène par exemple où la gamine carrément tape sa poupée jusqu'à la démanteler. C'est son enfin, fils, en fait. Son fils, ouais, pardon. Et sur les rebords de son lit, enfin il y a toujours quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait le personnage donc de Richard Dreyfuss, en fait, il est venu à dynamiter son foyer intérieur pour finalement s'enfermer dans un espèce de forme assez radical pour finalement il est pris partir pour un en fou, fait. en fait. Oui, c'est ça. Parce que sa femme explique même, il n'y a plus aucun de ses amis qui ne veut les voir, il ne les contacte plus. Il y a leur propriétaire qui est également voisine qui le regarde de loin par la fenêtre, puis le prend pour un fou. Il dit je vais appeler la police, c'est illégal ce que vous faites. On le voit, il détruit tout leur jardin pour récupérer les plantes, il prend des briques, il balance tout ça par la fenêtre, suivi par son gosse, celui qui faisait le con avec une poupée qui est là, je vais aider papa. C'est n'importe quoi. Et ce film est, je trouve quand même une métaphore de la foi. Enfin, c'est Spielberg qui montre que sans le rapport avec la musique le montre aussi, à mon avis, c'est le fait que quand on ne croit en rien et qu'on cherche des réponses, on devient fou. Et justement, cet homme a besoin de réponses parce qu'il a besoin de croire en l'existence de quelque chose de beaucoup plus grand. Du coup, il se met à transformer son monde autour. Ouais. Et ensuite, à enfin trouver la réponse, à toucher la religion du doigt parce que l'extraterrestre, il est là, il est palpable. Il est devant lui, il réagit, il répond, il redevient humain. Et du coup, il y a une forme de profession de foi de la part de Spielberg
qui est un Américain, hein, rappelons-le, et qui a donc besoin de ce rapport à son identité, à son pays, à sa culture, à sa religion aussi. Il est juif, hein, sachant que la culture juive le hantera tout au long de sa carrière. Il faut le dire aussi, c'est que donc le rapport avec le christianisme qu'on peut analyser dans Rencontre du troisième type, mais également dans E.T., parce que beaucoup d'analystes ont vu E.T. comme un Jésus-Christ en fait 2.0. Oui, clairement. On peut l'interpréter comme ça, mais la réponse de Spielberg est cinglante là-dessus, c'est qu'il a fait je suis le fils d'une mère qui tient un magasin cachère à Los Angeles. Vous pensez vraiment que j'ai réfléchi là-dessus? Donc il a un peu une réponse assez cinglante. Après, des fois, on a pu le remarquer avec le temps, notamment avec Indiana Jones et le Temple maudit, qu'il a du mal à analyser ses propres films. Donc il faut toujours se méfier de ce que dit un peu Spielberg de ses propres films. Mais c'est tout comme en fait. Il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est que il y a toujours un rapport à la question, et surtout, j'irais pas avec que le côté divin en fait. C'est la réponse d'ailleurs en fait. C'est la réponse en fait de connaître l'autre. Oui. Parce que connaître l'autre, c'est un peu connaître aussi son entourage, connaître soi-même en fait. Il y a quand même une sorte de culmination dans Rencontre du troisième type. On comprend quand même à la fin que toutes ces personnes qui ont été enlevés ou qui ressentent le besoin d'aller au Devil's Towers. C'est comme ça? Non, c'est... Devil's Towers, oui, c'est ça. Devil's Towers, qui sont attirés par là. T'as le personnage joué par, du coup, François Truffaut qui leur dit, mais oui, ils ont été choisis, ce sont des élus, et alors que, en fait, toute la performance militariste du film les empêche, en fait, d'y aller, en créant des complots, avec tous les animaux entre guillemets morts sur la route, les barrages, les évacuations, avec même des publicités pour des programmes télévisuels. C'est le fait humain qui empêche les militaires, le gouvernement, la majorité. Il y a quelque chose de messianique, de christologique. On essaye malgré tout, malgré ce que la majorité dit, on sait que nous, peuple élu, petite bande, avons raison, et on va devoir traverser tous les obstacles humains pour traverser justement cet espace matériel du gouvernement pour trouver la foi et la vérité. On arrive quand même à la fin du coup du film avec toute cette équipe de cosmonautes qui a été choisis pour communiquer, donc ceux qui sont habillés en rouge, lunettes, tout ça, qui sont suivis par le personnage de Dreyfus, donc Neri, qui arrivent devant le vaisseau, et les aliens sont là, on n'en veut pas d'eux, et puis ils vont que se diriger vers Neri, il y a que lui qui a le droit de monter dans le vaisseau. C'est ça. Donc comme quoi les militaires ne peuvent pas imposer leur propre choix, c'est vraiment les aliens, ils veulent Neri, c'est Neri. Parce que c'est l'élu. Exactement. On va dire même dans cette représentation de ce que l'on peut voir des personnages là, je dirais que le personnage de Truffaut en fait c'est peut-être le personnage le plus bienveillant en fait. Oui. De tout ce film, parce que finalement c'est peut-être on va dire la représentation la plus basique du scientifique, donc c'est-à-dire qu'il est là pour découvrir et qui préfère tout laisser faire plutôt que d'agir de façon. Il n'est pas dogmatique. Voilà, c'est ça. Très présent en tant qu'observateur en fait. Parce que rappelons qu'un des films préférés de Spielberg, c'est Les 400 coups réalisé par Truffaut. Et il a dit, je veux Truffaut dans mes films, je le veux. Oui, et surtout qu'en plus Truffaut, normalement, à la base, il joue que dans ses propres films. Et c'est finalement un tour de force de la part de Spielberg de l'avoir eu de son propre film. Parce que faire bouger Truffaut, c'est déjà quelque chose. Et c'est pas pour rien aussi que Truffaut... si Spielberg me demande, j'y vais, il y a aucun problème. Et c'est pas pour rien. Ouais, mais Spielberg, il était pas connu à cette époque aussi. Enfin, pas très connu encore. Oh, il avait fait Jaws quand même. Il avait fait Jaws quand même, mais ouais, voilà quoi. On en refera une autre émission. Ouais. C'est seulement son 4e film, Rencontre du troisième type. Ah la vache. Donc et c'est vrai que Truffaut, c'est très intéressant d'avoir eu ce rapport avec Truffaut, parce que je pense qu'il voulait Truffaut pour ce personnage-là, parce que Truffaut c'est un réalisateur aussi. Donc il s'est dit ça va être un peu un rattachement de mon personnage, enfin de presque une vision de moi-même que je vais rattacher à Truffaut là-dessus. Et d'ailleurs Truffaut a énormément adoré bosser avec Spielberg, et lui a d'ailleurs conseillé même de faire un film avec des enfants, voyant sa facilité à diriger en fait les gens les jeunes devant la caméra, donc notamment le petit gamin que l'on voit dans Rencontre du voilà. Le petit gamin, celui qui joue Barry. Voilà, je ne sais pas son nom. Moi non plus. Mais du coup en fait ça va trotter dans la tête de Spielberg, et en 5 ans il va donc préparer son E.T. Donc et pour E.T. en fait Spielberg c'est d'abord directement référencé, donc forcément de ses films préférés, comme tu disais, Les 400 coups, et s'est dit je vais faire ma vision un peu à l'américaine sur cette représentation en fait du film. Je vais faire un film donc qui parle à la fois des enfants et surtout aux enfants. Et qui aura fait un succès absolument phénoménal, et
Et si on met le coût de la vie de l'époque, les prix de revient, etc., ça reste un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. En prenant donc en compte l'inflation, voilà. E.T. Est encore numéro 4 du box-office américain derrière La Mélodie du Bonheur, Star Wars et Autant d'emporte le vent. Ah, pas de Marvel. Bah. Eh non. Et voilà. Mais ouais, c'est comme je le disais, c'est un film qui parle à la fois des enfants et aux enfants, et finalement, on peut finalement le voir aussi avec ce rapport avec E.T. et Elliot. D'ailleurs, E.T. Elliot, est-ce que c'est pas un diminutif de Elliot, E.T. Si. Voilà. Si on oublie toutes les lettres à l'intérieur. Parce que finalement, en fait, pas très malin l'extraterrestre. C'est parce que finalement, on peut aussi voir ce rapprochement entre les deux personnages, pas seulement métaphoriquement, comme on peut le voir dans toute l'histoire, avec le rapprochement du E.T. avec Elliot sur l'idée même de le sauver. Mais il y a aussi ce côté très intéressant parce qu'en fait les deux sont ces deux êtres aliénés en fait auxquels leur maison en fait leur manque. Pour E.T. bah forcément c'est un extraterrestre qui vient d'échouer sur la Terre, qui vient d'atterrir sur la Terre et qui demande, a perdu sa famille. Voilà, qui a perdu sa famille, qui demande à sa maison. Et pour Elliot, c'est le divorce de ses parents. Et en fait, E.T. représente aussi d'une certaine manière le père absent. Absolument. Voilà. Un drôle de père. Hein. Ah bah c'est oui. Et ça forcément. c'est Spielberg aussi. Oui, c'est totalement Spielberg. Non, mais c'est ce qu'on racontait l'invasion de E.T. en fait, c'est l'invasion humaine, notamment l'invasion dans la maison de E.T. On voit tous les militaires américains qui sont déguisés comme des extraterrestres en fait, comme en combinaison spatiale, et c'est eux qu'il faut fuir. C'est la scène la plus terrifiante du film, en fait. C'est quand les Américains débarquent dans la maison de Elliot pour retrouver l'alien et presque dire tout est contaminé, quoi. Alors que c'est eux qui envahissent, là. La véritable invasion, oui, c'est l'armée, le gouvernement américain qui envahit la maison de Elliot, quoi. Absolument. Et du coup, forcément, on va pousser à ce but final, donc c'est-à-dire de ramener totalement E.T. à la maison avant qu'il lui arrive un malheur. Et entre-temps, donc il va mourir une première fois pour mieux ressusciter. Donc là, forcément, comme je le disais auparavant, encore Jesus Christ, merci, au revoir. Jesus out of the core. Mais surtout, en fait, c'est surtout pour terminer ce rapprochement qu'il a avec Elliot, parce qu'en fait ils étaient reliés les deux en fait. Si l'un était malade, l'autre était malade. Si l'un était ressentait des choses, l'autre avait la même. Et en fait cette mort va permettre aussi au jeune Elliot de se détacher et de enfin on va dire grandir, je dirais d'une certaine manière. La phrase la plus représentative du film, donc E.T. Phone Home. Est-ce que ce serait pas finalement les derniers mots à la fin quand E.T. lui dit au revoir aussi, il a un message, comment dire, très mature, très, je dirais pas, presque comme un père en fait qui parle à son fils, quoi. Et surtout le phone home, est-ce que ça voudrait pas dire qu'en fait Elliot devrait appeler son père aussi? Il y a aussi ce côté métaphorique là-dessus, quoi. Ouais, que c'est aussi à toi de faire le premier pas si tu veux retrouver ton père, et c'est pas forcément au père de le faire à ta place. C'est ça. Eh oui. C'est vrai. Là, il y a un côté, tu vois, en fait, ça montre à quel point, en fait, il y a un côté très intimiste, en fait, dans ce film. Chose que Spielberg n'a peut-être pas poussé ailleurs, en fait. Ah bah, dans La Guerre des Mondes, le père a rappelé à la maison, mais c'était pas pour les bonnes raisons. Alors, La Guerre des Mondes, c'est différent aussi, parce qu'en plus, là, on tombe dans un Spielberg, donc... Sauf si t'avais quelque chose à rajouter sur E.T. Oui. Elias? Non. Ok. Eh bien, passons au gros boom boom. Parce qu'en plus, le gros boom boom. Ouais, mais un gros boom boom, un vrai boom boom. Un vrai boom boom, intelligemment fait. Ouais, La Guerre des Mondes, donc sorti en 2005. Bien vu. Donc là, on est vraiment dans un pur Spielberg déjà post 11 septembre, qui est donc beaucoup plus sombre que prévu. Ouais, d'ailleurs, ils le disent dans le film, quand la petite comprend pas ce qui se passe, elle dit qu'est-ce qui se passe, on est attaqué par des terroristes. Pas exactement. Oui, mais ça montre à quel point aussi le film est totalement entré dans sa société, dans son histoire et dans on va dire à cette génération-là. Parce que c'est vrai qu'en plus, La Guerre des Mondes, on voit cette espèce de blockbuster, on va dire conventionnel, mais qui finalement va beaucoup plus loin que la base de ce sujet, en fait, je trouve. C'est une des premières fois où, même à côté d'Independence Day, on a une
on a une véritable invasion extraterrestre. Ouais. Les tanks, enfin les pods extraterrestres sont sur place, ils tirent sur les gens. Dans Independence Day, t'avais des gros rayons, mais c'était un petit peu désincarné. Quelques flottes de vaisseaux on voit qui tiraient. presque pas les aliens, exactement. On les voit presque pas, alors que dans la guerre des mondes, c'est beaucoup plus frontal. Les pods sont sur place, ils tuent, ils colonisent, ça va plus loin. Les vrais aliens, on les voit pas, on voit juste leur vaisseau, on les voit quasiment pas à la fin. On voit leur robot. On en voit juste un à la fin qui est en train de mourir et qui reprend donc la base du roman de H.G. Wells, donc qui sont morts à cause des bactéries de notre monde. Mais le traitement qui est très intéressant chez Spielberg dans La Guerre des Mondes, enfin dans sa version, c'est le rapport au regard en fait. Notamment le regard à travers toute cette famille en fait, donc famille décomposée, hein. Encore comme d'habitude, donc avec Tom Cruise, donc l'ouvrier américain, et donc sa famille, sa fille et son gosse qui là pour le week-end, et donc qui va essayer à tout prix de les sauver et de les ramener à Boston auprès de sa mère. Et c'est vrai que là on a ce regard en fait où l'horreur en fait doit être cachée en fait à cette jeunesse qui est confrontée directement à celle-ci. On a vraiment l'impression d'avoir presque les rapports de ce que on pouvait parler aux jeunes de pas voir la télévision en 2001, 2003, 2002, 2003 avec ce qu'on voyait notamment avec le 11 septembre, la guerre en Irak et ce qui se déroulait là-bas, parce que c'est vrai que quand on y repense, je dirais qu'à cette période-là, on avait vraiment des images assez tragiques, assez horrifiques à la télévision. Dans les mêmes niveaux, on va dire au même niveau que la guerre en Bosnie dans le début des années 90, par exemple. Ouais, mais c'est vrai qu'avec le 2001, le rapport à l'image a complètement changé dans les sociétés occidentales. On voyait en boucle. On pouvait voir 1000 fois en une journée les tours du World Trade Center s'effondrer. Et dès le film, on voit par exemple le rapport à la petite qui veut regarder la télé mais qui a pas le droit de regarder autour d'elle. C'est pour ça aussi qu'elle est elle a une espèce de phobie. Et je pense elle fait des crises d'angoisse. Le gamin, lui, qui regarde souvent la télé et du coup qui veut participer au combat, qui lui donne tout de suite l'envie. Tout le film se fait au rapport à l'image de l'autre. Et d'ailleurs, quand Tom Cruise sort de la maison de son ex, voit l'avion qui s'est écrasé au-dessus, il voit un quart de journaliste, et du coup, les rares nouvelles que l'on a du monde, il les voit à travers la télé. Oui. Et surtout, en fait, voilà, tu parlais de Ellie Fanning, je pense surtout à cette scène, en fait, où elle veut s'approcher près de l'eau, et en fait, il y a une dizaine de cadavres qui commencent à arriver, et là, du coup, il y a forcément ce côté où, en fait, le regard doit être caché, en fait, par cette jeunesse qui ne devrait pas, ou qui ne mérite pas de voir ce genre d'horreur. Eh oui. En plus, le regard est très intéressant parce que l'alien, comme je le disais auparavant, il est invisible en fait. On voit juste les gros pods qui explosent, qui transforment les gens en fumée en fait, qui les font cramer quoi en très peu de temps. Et cette menace gigantesque, métaphoriquement donc battue par notre écosystème, ça montre aussi à quel point je trouve qu'en fait le rapport évident qu'a Spielberg avec le traitement de ses précédents films, comme par exemple Minority Report ou Munich, qui a été fait après, je crois. Munich, c'était après, oui. Munich, il est sorti très peu de temps après. Voilà, il y a quelque chose en fait où ça reste une fin amère en fait, parce qu'il encore cette fin pour dire regardez en fait notre planète est sauvée, mais en fait à côté il y a plus grand chose. Et cette fin incroyable de la guerre des mondes où en fait c'est parce que Dieu a placé des petites bactéries dans les plantes qu'ils ont pu gagner. Merci Dieu. Oh, tu y avais pensé, c'est super sympa. J'ai cru que t'allais pas en parler, c'est parfait. Mais si, parfait. C'est tellement too much quoi. Oui, c'est totalement too much. C'est peut-être le gros reproche que j'ai au film d'ailleurs. Pour moi c'est le plus gros reproche. Il y a presque un côté en fait bioterrorisme contre le terrorisme dans ce regard-là, non? Le côté de Je veux dire, ce sont les bactéries, c'est l'écosystème. Il y a un côté, en fait, si tu mélanges les deux, en fait, c'est presque du bioterrorisme sans le vouloir, non? La nature et du bioterrorisme. Honnêtement, oui, le bioterrorisme, c'est une invasion extraterrestre, forcément, c'est du bioterrorisme. Ça, c'est la théorie de la panse permis, ça, monsieur. Oui, comme dans Évolution. Évolution, voilà, toute vie vient de l'extérieur de la Terre. Voilà, et imaginons aussi que nous envahissions un autre pays, ça serait forcément aussi assez différent. Un pont avec l'actualité, monsieur Marotel? Non, je parlais d'Avatar. Je parlais d'Avatar. On parlait d'Avatar. Eh bien, parlons d'Avatar alors. La panse permis, on la retrouve presque dans l'invasion des profanateurs, justement, où t'as cette idée de sport, de créatures comme ça qui s'infiltrent de cette manière-là. Parce qu'on le voit très bien dans le film de Philippe Kaufman,
on voit littéralement en fait les plans, tout ça. T'as ces espèces de zoom sur les petites spores des plantes, tout ça. Et, tu vois vraiment le développement de racines, tout ça, et c'est presque un bioterrorisme en fait sur. Oui, moi je vois ça comme ça. Mais je sais pas si on peut appeler ça terrorisme. C'est plutôt une biodéfense. Oui. Enfin, biodéfense, c'est le méchant quand même. Hein. C'est l'humain qui est attaqué. Oui, mais après, ce qui est intéressant avec la panspermie aussi, c'est qu'on se rend compte que malgré tous les efforts technologiques qu'on peut avoir, on se rend compte aujourd'hui que si on fout quelques bactéries tout au fond d'un astéroïde et qu'on le balance, il aura probablement plus de chances d'atterrir sur une planète pour se développer que si on le mettait dans des super vaisseaux ultra technologiques. Effectivement, t'as cette rusticité qui peut effectivement se confondre avec du bioterrorisme si ça arrive au mauvais endroit. qui peut être très fonctionnel et qui de toute façon est fonctionnel aussi dans la métaphore des invasions. Tu te rends compte que souvent la guérilla qui est très rustique réagit beaucoup mieux que les grosses invasions ultra technologiques. Exactement. Sans faire de pont avec l'actualité, bien entendu. Sans faire de pont avec l'actualité, bien évidemment. Merci Antoine. Merci Alias. On va donc terminer l'émission avec un morceau issu du film E.T., donc forcément le morceau le plus connu de John Williams, l'un des plus connus, l'un des plus représentatifs aussi de sa filmographie, enfin de sa discographie peut-être. Il n'a pas réalisé encore. C'est très possible. Voilà. Donc Flying, donc de E.T. Merci Pierre la régie et donc à la semaine prochaine. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org